Salut à tous les amis, c'est Loïc, bienvenue dans le carré pour un nouvel épisode. Évidemment avant, tu t'abonnes, t'appuies sur la petite cloche, important la petite cloche, sinon tu ne seras pas prévenu de toutes les vidéos. Et puis tu peux aussi me retrouver sur Twitter et sur Instagram, alors t'hésites pas, voilà, tu t'abonnes et puis comme ça on s'écrit, on se met des messages et puis on voit comment on va. Allez, je te fais un bisou, excellent épisode. Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Loïc, bienvenue pour un nouveau poker débat. Un poker débat de très grande qualité, un poker débat avec plein de jeunes gens bourrés de talent. Oui, oui, mais aussi Florence Mazet, comment ça va ma Flo? Salut, ça va super, merci. Ça va être de plus en plus compliqué de justifier ton salaire. Ensuite, nous recevons maintenant quelqu'un qui va devenir un habitué, c'est Monsieur Léo. Il y a deux écoles Lombardozzi. Comment ça va mon ami? Bah ça va super, hein. Je sais pas si je suis censé être dans cette émission, donc je suis peut-être jeune, mais je suis pas si champion que ça pour le moment. Mais bon, écoutez, super content d'être avec vous, hein. Ça fait plaisir. On est sur des belles progressions quand même. Et on est sur un beau contrat de Team Pro chez Wina. Ah oui, bah oui, et d'ailleurs je vois mon coéquipier Romain pour la première fois dans cette émission. Bah salut Romain, hein. C'est Première fois qu'on important. va se parler dans notre vie, On c'est sent que le génial. Covid a fait du mal à tout le monde. Personne se reconnaît. À quoi On s'est vu il y a 6 mois, une fois dans une émission Zoom, et on se revoit dans une émission Ouais, c'est Zoom. ça, bah, c'est Voilà, parfait, c'est super Zoom, on adore Zoom. À Ça fait plaisir. côté, il est beau, il est streamer pour PMU, c'est Monsieur Oiseau. Comment ça va mon Quentin? Salut Loïc, salut tout le monde. Bah, moi je sais pas si je suis considéré comme encore très jeune et encore moins prodigieux, mais Ok, on va essayer de faire du j'ai mieux vraiment qu'on fait peut. un casting de merde. Au-dessus, parce qu'il faut bien qu'il y en ait un qui ait gagné des millions, d'accord? Il me doit un resto depuis 7 ans. C'est lamentable, c'est un ami quand même. 7 ans qu'il me doit le resto le plus cher du monde. Forcément, vu ma gueule, il essaye de m'éviter. C'est Monsieur Romain Lewis. Yo tout le monde, salut Loïc, comment ça va? Ah ben Tranquille. ça va, ça fait plaisir de te revoir mon ami. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu nous non plus. T'as changé. C'est vrai. T'as changé, t'es parti chez Wina, tout ça, la vie, la vie. À côté, bon, lui il est jeune, hein. Lui il a pris plus de 300 000. Alors merde, à un moment donné, il est bien dans cette émission. C'est Monsieur Antoine Goutard. Salut à tous! Moi, c'est un réel plaisir d'être là, c'est la première fois. Ça fait vraiment plaisir. Et Ça doit être moi le plus jeune, ouais. Ça doit être toi le plus jeune, c'est sûr, oui. Et Je enfin, le dernier, le capitaine de la team Nutser, le petit protégé de Monsieur Roman Haussmann, c'est Guillaume Rafous. Salut mon Guillaume. Yo mon Lolo, ça va? Écoute, ça va. Je suis... Très content d'être là en tout cas. Eh ben Pour moi la première aussi. Moi aussi, je suis ravi de vous avoir, les amis. Le programme est beau, le casting claque quand même pas mal, et on va attaquer tout de suite le premier sujet de l'émission, les amis. Le premier sujet, qu'est-ce que c'est? Tout le monde peut-il devenir un joueur de poker professionnel? Vaste question qui mérite une belle réflexion. Commençons avec une grande gueule. Mon Léo, c'est toi qui démarre cette émission. Bon bah la réponse elle va être très courte pour moi. En trois mots, en trois lettres plutôt. Oui, oui, je pense que n'importe qui peut être joueur professionnel de poker. Alors moi ça me rappelle une petite anecdote quand même. Je me souviens, je crois que j'étais devant mon lycée en terminale ou peut-être en première et je demandais à mon coloc de l'époque qui jouait au poker avec moi un petit peu si il allait avoir des joueurs qui ne sont pas nés entre guillemets aujourd'hui qui allaient devenir pro. Et je pense que oui, et je pense que même dans 10 ans, il y aura encore des joueurs qui deviendront pro en fait qui sont même pas nés aujourd'hui et qu'on sera nous tous là tous ceux qui sont sur le plateau, on sera tous des fiches pour eux. Je pense qu'en fait, on est tellement loin, en tout cas en MTT, de la perfection et qu'il y a tellement de marge, en fait, encore. On peut dire encore aujourd'hui, je pense que la plupart des gens ne savent pas jouer et même les professionnels ont énormément de travail à bâtir pour devenir encore meilleurs. Donc, je pense que oui, il y a de la marge et je pense que n'importe qui peut devenir joueur professionnel de poker parce qu'on voit qu'il y a plein de milieux différents qui sont représentés, des mecs qui ont fait des études, pas d'études, qui travaillent beaucoup moins. Pour certains, c'est un peu inné, la compréhension du jeu. Pour d'autres, ils partent de très très loin. Ils ont été vraiment considérés comme des joueurs très 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 faibles. Et ils sont devenus forts à force de travail. Donc forcément, pour moi, c'est une porte d'entrée. Et on en parlait un petit peu la dernière fois que j'étais venu dans l'émission, la première émission que j'avais faite. Par rapport au foot, par exemple, il n'y a pas beaucoup d'inné. Enfin voilà, Messi, c'est un joueur de foot parce que il est très très fort avec un ballon entre les jambes. Et moi, j'aurais jamais pu faire ce qu'il faisait, même si je m'entraînais tous les jours depuis que j'avais 1 an. Mais au poker, c'est très différent. Je pense que c'est du travail. C'est un jeu tellement encore où il y a la place que, franchement, voilà, je pense que n'importe qui peut percer et peut percer dans ce monde. Ok, Romain.
Bah regarde l'équipe que tu as réunie, Loïc. Ah, ça répond déjà à ta question, non? Ouais, une belle équipe de bras cassés, c'est ce que tu veux dire. Eh ouais, moi quand je regarde, j'ai Quentin Oiseau à droite là-bas, c'est lui qui peut devenir pro, n'importe qui peut devenir pro, je te le dis. Moi. Allez! Ça taille direct. Tacle direct au Ah, genou. 20e minute d'émission, il y a un problème ou quoi? Bam. Oui, bah, Ok. bien sûr. Non, ouais. Pour répondre un peu plus sérieusement, je pense qu'il y a un côté passion un peu obligatoire. Devenir joueur de poker pro, l'obliger sur quelqu'un s'il n'a pas envie de jouer aux cartes et qu'il n'est pas trop intéressé par le jeu, c'est chaud. Après, il faut avoir un peu de passion, peut-être avoir un entourage. Tu connais quelqu'un. Moi, je sais très bien que si j'avais pas connu quelqu'un qui était pro, j'aurais jamais deviné qu'on pouvait faire joueur de poker pro. Donc, c'est une question de un peu entourage et de que ça vienne de l'intérieur. Et ouais, mais s'il y a ces deux choses-là réunies, n'importe qui pourrait devenir pro. Carrément. Il a pris un uppercut, il va essayer de renvoyer les coups. C'est Quentin. Alors, je suis globalement entièrement d'accord avec ce qu'a dit Léo. Et cette question m'a directement fait penser, il en a parlé un peu aux notions de dîner et d'acquis. Et en gros, juste je vais chipoter un petit peu sur un truc, complètement oui aussi, mais avec un petit chipotage sur des... Il faut partir sur une base, une constitution normale, quoi, pour toute personne normalement constituée, on va dire. Si on peut peut-être un tout petit détail. Et ensuite, évidemment, il y a une part de dîner, mais je pense qu'on peut tout acquérir au poker par justement le travail, comme tu en as parlé, Léo, et donc l'acquis. Mais ça va, du coup, la différence, ça va être dans le temps et la difficulté que ça va prendre pour certains, quoi. Ceux qui sont des génies, je sais pas, je pense à des jeunes prodiges, il y en a d'autres qui ont très peu travaillé, qui ont réussi à tout de suite crusher et gagner beaucoup à ce jeu, et d'autres qui ont mis beaucoup plus de temps, avec beaucoup plus de travail. Donc oui, mais pas avec la même aisance, avec la même facilité, selon le degré d'inné, d'acquis nécessaire à chacun. Ok, il a tout pété très vite. Son avis, Antoine? Je suis plutôt d'accord un peu avec tout ce qui a été dit. Ouais. Après, je suis d'accord que personne ne peut être vraiment inné au poker. C'est comme il dit, Messi, voilà, lui, il était inné pour le foot, mais on peut pas être inné au poker. Donc c'est vraiment, il y a besoin de travail, il y a besoin d'avoir un bon mindset, je pense. C'est une question de détermination, de volonté, d'envie. Voilà, faut être passionné, comme a dit Romain. Si tu es passionné, tu vas avoir une motivation, tu vas être vraiment déterminé à travailler ton jeu. Et du coup, là, tu vas mettre tout de ton côté pour réussir. Après, voilà, sinon on peut pas être inné, mais sinon tout le monde peut devenir joueur de poker pro, bien sûr. Tout est question de travail. Ok, Guillaume? Ben écoute, je pense qu'il n'y aura pas de débat parce que je suis entièrement d'accord avec tout ce qui a été dit. Moi, je pense vraiment que tout le monde peut devenir pro. D'ailleurs, je vois pas pourquoi ça serait réservé qu'à une partie des joueurs. Ceux qui deviennent pro, c'est pas simplement ceux qui ont fait des one-time, c'est aussi des gens qui ont beaucoup travaillé, qui sont passionnés. Donc ouais, je pense que c'est vraiment accessible à tout le monde. Après, par rapport à ce qui était dit sur ce qui a été inné ou pas, je pense qu'il y a quand même des gens qui ont de grandes facilités plus que d'autres, qui ont besoin de potentiellement de moins travailler aussi, Ouais. et qui certes après derrière se font rattraper par ceux qui ont bossé, mais qui malgré tout peuvent devenir pro et avoir une carrière correcte sans forcément avoir un travail acharné. Voilà. Sinon, Je suis un peu étonné par vos réponses, les gars, parce que, enfin, surtout aujourd'hui où les joueurs de poker pro, il y a, bon, évidemment, il y a le jeu, il y a bosser le jeu, mais il y a aussi tout l'aspect physique, tout l'aspect mental, avoir une bonne hygiène de vie, des choses qu'on n'entendait pas il y a 10 ou 15 ans. Ouais, Léo? Moi, pour moi, c'est pas encore le cas. En fait, je pense que dans un avenir assez lointain, mais pas si lointain que ça, dans 10 ans, je pense que voilà, ce sera obligatoire d'avoir un bon mindset, d'être physiquement solide, de travailler régulièrement. Alors qu'aujourd'hui, il y a encore des joueurs qui travaillent très peu, qui sont des hygiènes de vie pas terribles, mais qui sont professionnels et qui réussissent bien. Je pense que c'est juste parce que pour le moment, et en tout cas en NTT, c'est encore vraiment facile, entre guillemets, il y a vraiment la place, quoi. Et dans 10 ans, ce sera beaucoup plus compliqué, je pense. Et quand tu vois en cash game, par exemple, où c'est beaucoup plus en avance pour moi, je pense que voilà, un joueur professionnel de cash game qui joue les high stakes, c'est quasiment impossible pour lui d'avoir pas tout ça réuni, de pas travailler énormément, de pas être dans une bonne situation physique, un bon mindset, etc. En toi, c'est un petit peu plus, ouais, il y a encore un peu plus la place, et c'est pour ça qu'il y a encore des joueurs qui, ils ont voilà un truc en plus qui fait que ils ont pas besoin de travailler autant que certains pour arriver assez haut. Mais je pense que c'est un truc qui, avec le temps, va disparaître. C'est un petit peu comme tout, hein, de toute façon, même au foot. Peut-être il y a 30 ans, pour être joueur professionnel de football, si tu étais un petit peu plus fort qu'un autre et que tu avais un peu faim, ça passait. Alors qu'aujourd'hui, il faut se donner beaucoup plus, peut-être, tu vois, genre, vu que
tous les niveaux augmentent. Dans tous les milieux, de toute façon, le niveau augmente. Hein, donc, Romain, t'as pas l'air d'accord? Ouais, non, mais la grande différence avec le foot, c'est aussi que c'est un milieu très jeune. Le poker pro, ça fait peut-être 15-20 ans qu'il y a des joueurs de poker pro. Euh, Pas plus, alors qu'au foot, ça fait peut-être 60, 70, 80, 90, 100 ans, j'en sais pas. Et donc, du coup, ouais, ça vient avec le temps et forcément avec les erreurs de ceux qui ont été au-dessus. Nous, on apprend sur les erreurs de ceux qui ont été pros il y a 10 ans. Et ceux qui arrivent dans la prochaine vague, ils vont apprendre sur nous. Et ce sera comme ça perpétuellement. Je pense qu'en tournoi, ouais, on est très loin d'une fin, d'une ère possible où on peut gagner de l'argent. Et que le professionnalisme, ça dépend un peu de chacun, mais il y aura toujours des smicards entre guillemets du poker. Il y aura beaucoup de gens qui vont gagner sur tous les niveaux, et c'est pas parce qu'il y aura aussi des contre-exceptions à la règle à tous les buy-in. Il y aura toujours un peu le fou sur les high buy-in qui va réussir, et je pense que c'est juste au fur et à mesure du temps, les gens en moyenne vont plus se professionnaliser, mais comme on le fait déjà depuis il y a 5 ou 6 ans, c'est une grande différence. Ok. Après, je voulais juste ajouter un Vas-y. truc, ça va dépendre aussi de la perception qu'on a du joueur pro. Ça peut être un joueur qui gagne 20K par an, 50K par an. Enfin, le joueur pro, ça dépend. Enfin, les gens ont une perception très différente du joueur pro. Il y en a, ça va être des team pro, tout simplement, des gens qui jouent des high rollers. Ou pour moi, perso, ça peut être enfin, c'est juste quelqu'un qui peut gagner 20K par an et qui vit du poker et qui est satisfait. Après, quand tu vas atteindre le haut niveau, ça demande beaucoup plus de sacrifices. Ça va dépendre aussi de ta motivation, ta détermination, ta résilience à tout ça. Mais la question de base, c'est est-ce que tout le monde peut devenir joueur pro? Et du coup, on a tous répondu oui, parce que même si c'est pas facile, si on s'en donne les moyens, je pense que c'est largement faisable aujourd'hui. Une question du coup, moi je suis assez d'accord avec Romain, je pense que même dans 10 ans, il y aura tous les niveaux encore de joueurs, pour moi ça sera à peu près pareil dans 10 ans. Alors Léo, il a dit que ça serait plus dur dans 10 ans. Pourquoi tu estimes que ça sera plus dur dans 10 ans? bah, j'estime juste que ouais, pour atteindre le haut niveau, les gens ils auront plus faim. De toute façon, tout le monde aura. C'est comme en cash game, il y a 10 ans, c'était beaucoup plus facile qu'aujourd'hui. Et je pense que bah, quand même, en tournoi, ça a augmenté vraiment violemment là, ces derniers temps. Le niveau, les gens qui se mettent physiquement à l'heure, etc. Quand tu vois les high rollers à 100K en live, etc., c'est que des gens qui sont genre nickel, alors qu'il y a 10 ans, bah, c'était des Tom Doan qui étaient complètement à la ramasse, des mecs, des gamblers, des Philac, qui étaient un petit peu plus à l'os, alors qu'aujourd'hui, ils sont tous ultra propres, ils sont ultra en place, techniquement. Ouais, il y a que les physiquement. journalistes qui font de la merde Euh, encore. Hein. Les joueurs, c'est bon. Non, mais il y Ah, a, mais il y a- c'est parce que le milieu, ouais. il y a Le 10 ans, le milieu a milieu quand même était. bien changé, quoi. Voilà, c'est ça. C'est le milieu qui a entraîné ça aussi. Tu vois, là, c'est beaucoup plus professionnalisé, beaucoup plus propre. Et je pense que dans 10 ans, ce sera encore plus propre. Et moi, je me dis que même que dans 10 ans, bah, peut-être qu'il y aura des gros sponsors comme Coca-Cola qui sponsoriseront des joueurs. Que ce sera tellement d'une autre ampleur, en fait, plus comme le sport actuel, comme l'e-sport, que bah, on n'aura plus le choix, en fait. On pourra plus faire n'importe quoi, vu que tu auras peut-être Coca, tu auras peut-être des sponsors comme ça qui te diront tu fais pas n'importe quoi, point à la ligne. Donc voilà, je pense que dans 10 ans, on peut pas vraiment savoir comment ça. Peut-être que ce sera pareil, que ce sera pas bougé, mais je pense pas. Je pense que le poker, quand même, est en ascension, surtout le live qu'on voit qui est en train de monter. Et là, après le confinement, à mon avis, ça va être n'importe quoi. Je pense que voilà, il va se passer quelque chose dans 10 ans. Est-ce que j'y serai encore? Je sais pas. Mais bon, bref. À vous d'analyser ça. Je suis pas encore devin, j'ai pas de boule de cristal. La voix de la sagesse, un peu Flo. Moi, je pense qu'il faut vachement différencier deux choses. La profession en tant que telle, le métier de joueur de poker, et l'attitude professionnelle. En gros, pour moi, beaucoup de personnes peuvent effectivement avoir comme profession joueur de poker pro. C'est-à-dire que même quelqu'un, comme disait Romain, un smicard du poker, c'est-à-dire quelqu'un qui va gagner, je sais pas, 2000 balles par mois, enfin 1500, 2000 balles, qui va juste vivre du poker, en grindant énormément, mais pas en étant un très grand joueur, juste, voilà, il vit ou des fois survit grâce au poker. Et puis, des personnes qui, par contre, vont en faire plus qu'un métier, vont en faire une voie comment dire, vraiment, de vouloir être dans le haut niveau, quoi. Et d'avoir toute une attitude qui va avec. C'est-à-dire qu'un petit joueur qui joue ses petits MTT, qui gagne sa vie un petit peu comme ça, il ne va pas forcément se donner les moyens de faire plus parce que ça va lui suffire quelque part. On peut imaginer, je ne sais pas, un exemple tout bête, quelqu'un qui a sa petite vie de famille, son petit truc, qui habite en province, qui n'a pas besoin de dépenser énormément d'argent, qui gagne ses 1500, 2000 balles par mois et ça lui suffit. Il n'a pas besoin de plus, il est bien comme ça, tout va bien. Et puis, il y a ceux, comme les personnes qui sont ici présentes autour de nous, qui se sont mis dans une attitude plus professionnelle parce que ils visent pas seulement des petits MTT ou un petit gain de 2000 balles par mois, ils visent de
gagner évidemment plus, gagner potentiellement des grosses sommes pour se mettre à l'abri pour le reste de leur vie, etc. Jouer des tournois beaucoup plus chers, augmenter d'échelle en fait, de passer des caps, passer des niveaux. Et ces personnes-là ont besoin d'une attitude professionnelle. Et donc, ont besoin sur du moyen et long terme d'un super mental, d'un super physique, de coach, de se mettre dans un entourage vraiment, d'avoir une attitude très professionnelle, alors que les autres n'auront pas forcément besoin. Donc pour moi, oui, en tant que profession, juste survivre du poker, tout le monde peut le faire et effectivement, ce sera toujours le cas tout le temps. Par contre, avoir une attitude professionnelle pour le haut niveau, ça pour moi, c'est pas donné à tout le monde parce qu'il faut investir sur soi, il faut avoir la motivation, une énorme motivation, il faut avoir le mental qui suit parce que c'est pas facile quand on se met dans cette attitude-là, mais que ça marche pas forcément tout de suite à cause de la variance. Donc ça, c'est pas donné à tout le monde, c'est quand même donné à une partie des gens qui vont avoir la motive et le truc en plus pour se dire on va galérer, mais on va travailler plus que les autres et on va y arriver. Et après, je voulais rajouter aussi, il y a ce côté-là où les gens ont tendance aussi à voir le côté positif du poker et de pas voir le côté négatif. Il y a des mecs qui vont se dire ouais, je vais faire du poker parce que je vais gagner de l'argent, je vais avoir une certaine liberté, je vais pouvoir vivre d'une passion. Mais après, une fois qu'ils sont dedans, ils se rendent compte que pour atteindre le haut niveau ou atteindre un certain niveau, ça demande quand même beaucoup de sacrifices, que ça soit sur la gestion du stress au quotidien. Enfin, il y en a plein. Et c'est ça aussi. Le mental, de toute façon, le mental, oui, c'est super important. Comme Moi, ça j'avais une petite question un peu connexe, un peu liée sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure, Bobot. Donc, on est tous d'accord sur le fait que d'être passionné, en tout cas, ça évidemment que ça aide à devenir joueur professionnel, c'est évidemment un plus. Mais je suis pas certain que ça soit impératif. Évidemment, pour moi, je suis passionné, je pense qu'on l'est tous ici. Mais j'ai pas d'exemple précis, mais je pense qu'il y a quand même des mecs qui se sont dit, comme pour n'importe quel boulot, il y a plein de gens qui font des jobs dont ils sont pas passionnés et qui se sont dit, ah bah c'est un moyen de gagner relativement facilement de l'argent et qui sont mis à jouer au poker et qui sont même devenus pros. C'est une Kyrgios, là, dont on nous Moi, parle. j'ai des exemples. Passionnés. Oui, mais c'est ce que je je pense disais qu'il y un en a. peu, quoi. Mais c'est pour ces ça que personnes-là qui vont Bobot- rester, qui vont un peu stagner, quoi. Il y en a pas même, forcément, il y en a pas même, forcément. je pense qu'il y en a même qui ont gagné beaucoup d'argent Ouais. parce que c'est triste à dire, mais je pense pas que si tu travailles et que tu es motivé par cet appât du gain, que tu es nécessairement, évidemment, c'est pour la majorité d'entre nous, les joueurs pros, on est passionnés. Et je pense pas que ce soit, évidemment, c'est un plus, mais je pense pas que ce soit, comme tu avais dit tout à l'heure, Bobot, obligatoirement, une obligation d'être passionné. Ouais, je pense aussi. C'est effectivement pas obligatoire. Par contre, si c'est pas une passion, je pense que pour la personne, c'est extrêmement dur. Parce que quand tu te lèves le matin et que tu vas faire oui. un truc qui te passionne pas, Bah, comme t'as n'importe intérêt de qui qui va plein, il y en a bosser, hein. plein. t'as vraiment plein de intérêt de jobs, t'accrocher sur le long terme, Comme je pense. n'importe qui va bosser dans Ouais, bien un sûr. truc qui lui plaît pas vraiment. Mm. Ben, Mais la grande Mais il y a des différence gens avec le poker, mais la grande différence, c'est que la plupart des gens qui vont bosser, ils sont sûrs d'avoir une paye. Tu vois. Alors qu'au poker, Ouais. la majorité, ou au moins un tournoi, tu vas perdre de l'argent. Donc si tu vas un peu déjà sans avoir la passion du truc et en se disant, ouais, bon, ben, ça va passer, mais de toute façon, le jeu, il m'énerve un peu, mentalement, ça va devenir. Ah, mais je dis pas que c'est bien, beaucoup. Romain, je dis juste que je pense que ça existe, quoi. Ouais, ben ouais. Ouais, mais Je pense que ça ça existe. Ça existe, parce que ça existe au tennis, par exemple, avec Kyrgios ou Ouais. des gens comme ça, mais enfin, Ouais, c'est très peu, non? non, moi, j'en connais beaucoup pour le coup. Quand t'es Pour le doué coup. pour un truc et que tu te dis ça va être facile, je vais faire des sous, ah bah allez, ok, tu prends sur toi et tu te dis bah vas-y, je vais. Ceux qui Après, ça, réussissent le plus sont quand t'as même le risque passionnés. t'as le risque de quand tu bad run, c'est quand t'es pas de péter les passionné, plombs. ouais, tu pètes les plombs. Enfin, moi, ça me paraît Antoine, compliqué. qu'est-ce que tu voulais dire? Je disais, ceux qui réussissent le plus sont quand même passionnés. Ah oui, Je pense. Moi, je Oui. connais personne qui a réussi dans le poker qui n'est pas passionné. je pense qu'il y en a quand même. Hein. Ouais, Alors bah, Léo, il a des exemples, Ouais. lui. Bah moi j'ai Vas-y, des exemples vas-y, dans Léo. tous les sens. Moi déjà, celui avec qui je suis allé à CP Radio, ma dernière, là, mon ancien colocataire qui m'a tout appris en cash game, il a jamais été passionné. Alors il est plus passionné par la théorie, il passe sa journée sur son serveur dédié, sur Pew, etc. Mais il aime pas jouer à ce jeu, il aime pas cliquer sur des boutons, il me le dit à chaque fois, il me dit ce jeu il est nul. Mais bon, ouais, il est plus passionné par la théorie et c'est plus enfin il avait pas envie de travailler en fait. Hein. Lui il a arrêté en première l'école pour directement se lancer là-dedans. Et voilà, juste il avait pas envie de travailler.
et il savait qu'il allait faire de l'argent entre guillemets facile s'il travaillait dans le poker, ce qui, voilà, ça allait pour lui. Donc il était peut-être un peu plus passionné au tout début, et encore, franchement, je l'ai jamais connu passionné. Et Ouais, aujourd'hui, c'est un calvaire pour lui de jouer, hein. Il sait qu'il joue, il est obligé. Est-ce que ça dépend pas aussi peut-être des formats? Parce que pour le Ah, coup, peut-être qu'en cash game et en spin, bah pour c'est le peut-être coup, plus facile de se mettre dans ouais, des carcans et tout et de faire des choses pour le automatiques coup, qu'en MTT. c'est vrai, mais Il y a beaucoup plus de variance, quoi. pour le coup, mon coloc actuel, bah pareil, ça se passe plutôt bien depuis qu'il est arrivé ici. C'est sa première année où il est dedans. Il a fait une année vraiment très 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 bonne au vu de ses buts, etc. Et ça le fait chier, vraiment, ça le fait chier de jouer. Alors après, voilà, genre, c'est juste que le poker, on croit que c'est paillettes et compagnie, que c'est énorme de jouer, mais en fait, on est quand même très son derrière un ordinateur. Et d'ailleurs, on va en parler, ce sera la prochaine question, je crois, quel est l'achievement final pour un joueur professionnel de poker? Enfin, en tout cas pour nous. Spoil Mais pas ouais, tout, toi. Mais après, c'est paradoxal un peu pour nous de dire ça parce qu'on est quand même tous conscients de l'énorme chance qu'on a, des libertés que ça nous offre. oui, non, bien sûr, mais voilà, mais je pense, Oui, il y a des côtés négatifs. Mais... je pense que quand même à terme, bah voilà, l'achievement final, c'est peut-être de jouer, de finir et de jouer que en live, parce que c'est vrai que jouer derrière un écran toute la journée, etc. Il y en a que ça leur plaît moyen, et ce que je peux comprendre, moi personnellement, là, ça fait longtemps que je joue online, depuis que j'ai 18 ans, je vais un compte sur Winamax, 18 ans et un jour. À un moment donné, c'est bien de passer à autre chose, faire autre chose. C'est aussi pour ça qu'il y en a beaucoup d'entre nous qui font d'autres activités, qui peut-être rejoignent des sites de coaching, qui font des vidéos, qui font des Twitch. C'est aussi parce que ça nous fait varier un petit peu notre activité. Enfin, le poker, ça reste quand même un peu tous les jours la même salade, quoi. On travaille, on joue, on travaille, on joue, on discute avec les gens, on travaille, on joue, on travaille, on joue. Moi, j'étais content, notamment à l'époque quand j'ai rejoint Spin for Win. J'ai été content de rejoindre la Team Winamax parce que ça donne d'autres opportunités, de Twitcher, de faire d'autres choses aussi. Il y a plein de gens que je pense, bah voilà, ils Ça tournent un petit entretient peu. ta passion. Ça entretient Ouais, ta ça passion. entretient ta Loïc. passion. Et au final, quand tu vois, bah, par exemple, notre serre, ce qu'ils ont fait, bah voilà, là, t'es vraiment dans les cartes parce que tout le monde joue aux cartes et t'es dans une genre de petite communauté à l'intérieur. Et là, je pense que t'es plus tenu, tu vois, genre dans le sens où bah, t'as beaucoup d'interactions avec des gens qui font pareil que toi. Mais sinon, au final, les joueurs de poker, le joueur de poker professionnel, il est quand même assez souvent seul derrière son ordinateur. Il rencontre personne au travail, il n'a pas forcément, il s'est peut-être expatrié, il n'est pas avec des gens qu'il connaît, etc., dans un pays loin. Tu vois, donc c'est la vie de rêve, mais il y a quand même, faut faire attention, c'est pas la vie de rêve pour tout le monde en tout cas. Ok, eh ben tu vois, il n'y avait pas débat, mais quand même. Peut-être, il y a peut-être un côté où moi je suis en train de me dire, mais attends, en vrai, je suis en train de changer d'avis, c'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde cette histoire. Et nous, on se voile complètement la face et on pense que c'est pour tout le monde. Je pense que c'est pour tout le monde, sauf les gens qui n'ont pas de plan de secours, quoi. Et ça, il y en a quand même énormément. Ah, bah, J'aurais pas- plutôt tendance à croire comme toi, Romain, que c'est pas Tu peux tout pas à te fait pour lancer tout le dans le monde. poker sans te dire, si ça se passe mal, je suis foutu, je peux plus rien faire. Non, il faut toujours ce plan de recours. Et je pense que c'est important de le signaler quand même. Sujet suivant, les amis, avec une question que j'aime beaucoup, j'en suis très très fier. Quel critère est seulement un? Je vous ai demandé d'en choisir un. Quel critère le plus important définit pour vous la réussite d'une carrière d'un joueur de poker? À cette question, on commence par Monsieur Oiseau. Alors, c'est de tes questions, celle qui m'a posé le plus de soucis, ne serait-ce qu'à y réfléchir. J'ai eu du mal à me mettre d'accord avec moi-même et même à mettre un mot sur ce que j'estimais le plus important. Mais au final, ce qui se rapproche le plus, c'est quelque part, je dirais, le charisme et l'influence de la personne. Au-delà des résultats financiers, des titres, ce qui était ma première idée, je pensais aux titres évidemment en tant que joueur de tournoi. Mais je me suis dit que ça excluait directement tous les joueurs professionnels et les carrières professionnelles de cash game, de spinningo, etc. Donc c'était trop réducteur de parler des titres. Du coup, je me suis dit que ce qui englobait tout le monde un peu, c'était l'image, la notoriété et quelque chose. Donc en gros, le charisme et l'influence. J'arrivais pas à mettre un mot qui englobe ces quatre notions, mais qui va donc quelqu'un de respecté, de respectable, avec une bonne image au table, que ce soit live, online, et, et évidemment des résultats aux plus hautes limites de sa discipline. Ouais, commence pas à en mettre partout, ça fait 2 réponses, ça. On reste sur l'image pour toi. Moi, j'ai pas vu la question du tout comme ça, Loïc. Oui, mais c'est bien pour ça que toi, je te fais parler en dernier. Comme ça, t'as le temps de Ok. réfléchir. Antoine! Eh ben, pour moi, c'était assez simple de répondre à cette question. Pour moi, ça va rejoindre vraiment ma première réponse. Ça va être vraiment d'avoir un bon mindset.
Pour moi, ce mot est très très important. Ok. Un bon mindset, c'est vraiment un critère qui est très très important. Un mindset, c'est quoi? Ça va être la configuration de l'esprit. Ça va être un formatage mental. Le mental, c'est très important au poker. Ok. On va devoir se forger un bon mental pour atteindre des objectifs précis, parce que c'est vraiment important. Parce que je pense que tous ici, on a connu des hauts, mais on a aussi connu beaucoup beaucoup de bas. Et du coup, avoir un bon mental, ça va permettre vraiment de se conditionner et de tenir face aux coups durs, accepter les échecs, et tout en ne perdant pas de vue nos objectifs. Parce qu'on a tous fait des erreurs, on a tous eu des obstacles, mais il a fallu les surmonter. Donc, si t'as pas un bon mindset, tu peux pas faire face à tout ça. Et du coup, ça va vraiment être orienté mindset. Pour moi, le critère le plus important. Ok, donc mindset chez Antoine. Léo? Bon, j'ai relu la question parce elle me fait souffrir cette question quand même. Mais du coup, je dirais. De base, j'allais dire les titres, gagner un major et tout, mais au final, Quentin m'a fait changer d'avis déjà. Il m'a calmé très fort. Non, en vrai, je vais dire qu'il n'y en a aucun critère parce que je vais encore faire une comparaison au foot. J'adore ça. Je fais à chaque fois que je viens dans cette émission, j'en fais 10 par phrase. Mais en gros, voilà, il y a des mecs qui jouent en Ligue 2, toute leur vie jouent en Ligue 2, et si on leur dit de pas accrocher à Ligue 1, ils pleurent de joie. Il y en a, ils jouent en bas de tableau de Ligue 1 et on va leur dire une fois tu vas faire l'Europa League, ils pleurent de joie. Et il y en a d'autres qui font la Ligue des Champions tous les ans et on leur dit tu vas pas la gagner cette année, ils pleurent de tristesse. Donc au final, j'ai envie de te dire, ça dépend tellement de la carrière. Il y a tellement de gens, ça dépend de voilà. Il y en a certains qui voudront gagner un major, un EPT, un WPT, un WSOP, d'autres qui voudront juste avoir une image, être présent sur le circuit, être aux lignes de départ des EPT, d'autres qui se disent qu'ils s'en foutent totalement de ça, qui veulent juste avoir une vie paisible, qui mélange leur vie de famille, le poker, gagner sa vie correctement, etc. Il y en a qui n'ont pas envie de prendre la lumière aussi. Il y en a vraiment qui s'en foutent totalement et qui préfèrent rester dans leur petit coin et grinder en silence, monter de l'argent et ils s'enrichissent plutôt des relations qu'ils ont avec des autres individus, quoi. Ils s'en foutent en fait du milieu du poker. Il y en a qui n'aiment même pas le milieu du poker, comment il est, etc. Donc moi je pense qu'il n'y a pas de critères, c'est chacun fait un peu sa salade. Alors après pour moi mon critère, je vais donner mon critère. Ah ouais, parce que là tu m'as bien enfumé là. Du coup mon critère, moi je dirais quand même que moi ce que j'aimerais, en tout cas vu que j'ai commencé à jouer en live j'ai commencé petit en live et j'ai joué en live et toute ma carrière est partie du live, j'aimerais bien finir en live et faire que du live. Moi c'est ça qui me laissait rêveur. Alors quand j'étais il y a 5 ans, tu m'aurais dit t'aimerais jouer à 50 ans au poker en live, je t'aurais dit oui. Aujourd'hui je te dis je pense pas, mais bon, j'aimerais faire une petite parcelle de ma vie sur le circuit. Et puis le jour où j'en ai marre, peut-être que j'arrêterai, peut-être que j'en aurai jamais marre, peut-être que j'en aurai marre très rapidement. Donc ton critère c'est jouer en live. Non mais le mec c'est jouer en live. Le critère c'est jouer en live. Tu nous as fait des gros lives sur la ligne de départ, des les gros mecs qui lives. crush online les plus hautes limites et tout, leur carrière elle est pas du tout accomplie quoi. Ok. Surtout t'as évoqué Europa League, Ligue des Champions et tout ça en fait ça va dépendre comme tu dis, donc du coup des objectifs en fait. Ça va dépendre de quel objectif se fixe le joueur de poker. C'est ça Sauf dépend de qu'on son parle niveau, pas de d'objectif là. C'est son critère, son critère c'est pareil, ça dépend de. Ouais, mais le critère Enfin, c'est quand t'es arrivé au bout. C'est au bout. Ouais, mais c'est bon, j'ai qu'est-ce que 3 tu sur retiens 20 sur cette question hors sujet. Je suis habitué à avoir des hors sujets de toute façon. Moi, je te mets au moins la moyenne pour la première partie qui était exceptionnelle d'enfumage. Bon, Guillaume. Ouais, c'est marrant cette question. Je pense qu'on a compris tous différemment. Moi, j'ai répondu la gestion financière. Je pense que tu peux être le joueur le plus talentueux du monde. Si tu gères mal ta BK, tu disparais. Et du coup, toi, t'as compris, excuse-moi de te couper, mais j'ai compris t'as comme compris ça. la question dans le sens, quel est le meilleur critère Quel est pour le avoir une critère carrière accomplie? Ouais, Moi, pour j'ai compris réussir. ouais, Moi aussi, j'ai compris comme quel ça. est le critère qui va représenter une carrière accomplie, tu vois, À la de fin, l'œil. ouais. mais c'est normal. Je pense que Lolo, c'est ce qu'il a voulu qu'on la comprenne Mais voilà. de plusieurs Ah façons. ok, je sais pas, ok. Non, mais si, c'est Ouais. pas. Voilà, c'est l'idée, c'est comment vous la comprenez et qu'est-ce que vous en tirez. Oui, je suis d'accord. Moi, je l'ai compris comme ça. J'en ai trouvé plein. Et j'ai dû faire un choix. Il y en a plein qui sont importantes. J'ai pris celui-là parce que je pars du principe que l'argent, c'est notre outil de travail principal et que si tu le gères mal, ta carrière elle disparaît. On peut avoir le contre-argument du stacking en mode si tu te broques, tu peux être stacké et rebondir. Je pense que si tu as des problèmes de gestion d'argent, ça repousse juste le problème. Donc, je pense que c'est un critère super important pour avoir une longue carrière et avoir de la régularité, tout simplement. C'est de bien gérer son argent, que ce soit au poker ou dans la vie. Quand tu es joueur de poker, c'est plus important que n'importe quel autre métier. Romain. Du coup, si tu devais... Loïc, je peux réagir maintenant parce que ça a rapport avec ça. Vas-y, réagis. Parce que moi aussi, j'ai compris comme Guillaume dans le côté quel est le critère numéro 1 pour réussir une carrière.
et pas à la fin, qu'est-ce qu'on retient. Et pour moi, pour réussir, il y a un mot qui englobe tout, c'est la discipline. C'est-à-dire que si tu as une discipline, dans tous les domaines, tu vas pouvoir monter des échelons et avoir une belle carrière, comme tu l'entends toi, c'est-à-dire si ton objectif, effectivement, c'est juste gagner correctement ta vie pendant un temps, ben voilà. Mais ou dans d'autres domaines, et dans n'importe quelle carrière, pour moi, ce qui va, c'est la discipline de ta gestion de bankroll, effectivement, la discipline dans ton état d'esprit, la discipline dans le fait de te mettre des objectifs et de t'y tenir. Donc, je pense que c'est le truc numéro un. Ouais, c'est à ça, Florence, que je pensais aussi. C'était une des réponses que je voulais dire. Je pense que le principal, c'est que tu sois en accord avec toi-même et que quand tu fais le point sur ta carrière, à la fin, tu te dises waouh, enfin, t'es super content de ce que tu as fait. Et il y en a, ils seront contents d'avoir gagné 100K ou 1 million. Je sais pas, il y en a, ils seront contents d'avoir gagné un titre de champion du monde. En fait, on s'en fout. Ce qui compte, c'est que toi, à la fin, tu sois heureux de ce que tu as fait. Et ça aussi, c'est important, oui, effectivement. Ah, donc toi, si tu devais répondre presque, je dirais le bonheur. Très bien. Romain? Ouais, clairement, je trouve ça bien ce que tu dis, Guillaume, mais pas trop se fier justement sur les critères et les qualités des autres pour définir si toi, tu as réussi ou non ton chemin et être bien ancré avec soi-même. Je suis assez d'accord. Pour moi, pour un peu changer des réponses, je dirais une qualité nécessaire, c'est l'empathie. Être vraiment dans une situation où on est ouvert par rapport aux autres, on se rend compte que notre vision du jeu et notre perception du monde et du jeu, c'est la nôtre. Et que le plus on arrive à comprendre comment une personne réfléchit au jeu, ou comment elle réfléchit au monde, ou comment on se mélange et tout, le mieux on se fait une idée globale de l'univers tellement différent qu'est le poker, avec toutes ces manières de penser différentes. Et le plus il y a de gens dans ta sphère un peu de connaissances poker avec qui tu peux rentrer dans des conversations honnêtes et un peu profondes, le plus tu vas grandir en tant que joueur de poker, je crois, parce que plus d'expérience via les autres, tout simplement. En gros, c'est l'environnement, quoi, tu veux dire. Ouais, mais aussi arriver bien à se mettre à la place de l'autre dans ses ressentis, dans les émotions, voir ce que les gens vivent, plutôt que d'être juste dans son côté et avoir ses propres vérités à soi. Ah, bien sûr, je suis d'accord. Question que je rajoute là comme ça vite fait, mais j'aimerais bien avoir votre avis là, si ça vous inspire. Quel est pour vous justement le critère là, actuel, dans votre vie actuelle là, le critère qui est un peu trop surestimé? Parce que vous avez parlé de celui qui vous semble plus important, mais est-ce qu'il y a des critères qui sont peut-être un peu trop surestimés pour vous? Est-ce que ça vous vient comme ça ou pas? Je comprends pas la question. Moi. La question, c'est que par exemple, on va te dire, il te faut la discipline physique, le mental, la gestion financière, être entouré. Et toi, tu peux dire, moi, par exemple, je sais pas, être entouré, je trouve que c'est surfait, on n'a pas besoin, on peut travailler seul, ou physiquement, je suis pas certain. Ouais, voilà, en plus, c'est très bien. Moi, j'en ai un aussi. C'est surfait d'être entouré, on peut travailler seul. Moi, je travaille seul depuis très très longtemps maintenant à un jeu. J'ai arrêté de travailler avec des gens, parce qu'au final, je trouve qu'on perd plus de temps qu'autre chose, vu que... moi, ça, c'est intéressant, tu vois, c'est pas quand je travaille avec du monde, j'ai l'impression plus de soit me faire qu'on me coach, soit que je coach quelqu'un en fait. Je trouve qu'il y a vraiment toujours. Alors, c'est intéressant quand le joueur est meilleur que toi, et d'ailleurs, j'ai été coaché par des joueurs très forts, comme on peut penser à Crazy Donkey, on peut penser à Fanta Orange, on peut penser à Batmax aussi, voilà, des joueurs qui m'ont coaché, enfin avec qui j'ai discuté, avec qui j'ai un peu travaillé, mais je sentais plutôt du coaching presque que d'un travail d'égal à égal. Alors bien sûr, le coacheur, moi qui ai coaché des joueurs, tu travailles aussi quand tu coaches des joueurs moins forts que toi, mais je trouve qu'aujourd'hui, moi je suis très content de travailler tout seul et je travaille beaucoup plus vite. Je travaille quand je veux, je sais exactement ce que je dois faire, les points que je dois identifier pour améliorer, etc. Donc forcément, je pense que voilà, ça c'est surfait d'être entouré. C'est bien au début. Parce qu'au début, tu pars un peu dans tous les sens, t'es nul, tu broques, machin, tu comprends rien à ce jeu. C'est bien au début d'avoir des amis qui jouent un peu au même limite que toi, qui font un peu pareil. Mais au moment quand t'es professionnel, quand tu travailles seul. Et je sais que les meilleurs joueurs du monde, quand tu prends des Ben CB, etc., c'est des mecs qui travaillent très très souvent seuls quand même. Je suis pas du tout d'accord. Romain, je suis pas du tout d'accord. Enfin, du sang, Romain, c'est toi qui démarre. C'est la grande différence avec le cash game et le tournoi aussi, parce que le cash game, je vois ça plus comme quelque chose où tu n'as pas tant besoin finalement d'entourage, parce que tu n'as pas ces situations que les tournois t'offrent, tu n'as pas les situations où tu as besoin d'un peu de soutien ou d'une équipe autour de toi. Et les meilleurs joueurs du monde en tournoi, il n'y en a pas un qui est arrivé tout seul, ils sont tous entourés, tous ils se regroupent, tous ils partagent, et
Et c'est vraiment primordial même, je crois. Ouais, mais je pense que t'as raison. Je suis Parce que d'accord. moi, je parle que de cash game au final. Plus quand tu vois des Linus Love, ils ont travaillé tout seuls et ils sont arrivés tout en haut tout seuls. Mais en tournoi, bon bah moi je travaille pas en tournoi, donc pas ça. Peut-être que c'est qu'en tournoi, mais j'ai l'impression et j'ai toujours pensé qu'il y avait à toutes les échelles, on a tous des erreurs qu'on fait dont on n'est pas capable de se rendre compte seul et qu'on a toujours à un moment de notre carrière ou besoin de notre progression, besoin d'avoir un avis extérieur, des fois de quelqu'un de plus fort, de plus faible, du même niveau, ça dépend, mais qui va avoir un autre point de vue sur ta façon de jouer, sur un spot, sur plein de trucs et qui va te permettre de progresser. C'est le principe du coaching, mais donc, du coup, tu as besoin d'une interaction extérieure à un moment, je pense. Ouais, c'est très dur d'avoir cette capacité à dézoomer pour voir toi, enfin, tes erreurs et tout ça. Je pense que enfin, c'est une compétence qui est très très dure à acquérir. Il y a une phrase que Romain m'avait dite quand j'étais arrivé à Nutser qui me parle beaucoup. C'est ensemble on va plus vite. Tout seul on va plus vite et ensemble on va plus loin. On va plus loin. Et je pense que c'est vraiment vrai. Ouais. C'est important d'être entouré. Le partage de connaissances, c'est l'apprentissage numéro un. Enfin, quand tu partages des connaissances, ce que tu partages, ben, tu l'ancres beaucoup plus facilement en toi. Donc, il y a ce côté-là aussi de partage qui est important. Enfin, moi, j'ai du mal à m'imaginer tout seul à faire ma carrière en MTT. Enfin, ça me Enfin, paraît toi, très t'es complexe. foutu maintenant, t'es capitaine d'équipe, alors de toute façon. Ouais, maintenant, j'ai plus le choix. Ouais. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont l'impression qu'il y a des critères qui sont surfaits? Léo, Ouais, Léo c'est bon. peut-être. Ah, Flo. Vas-y, Florence. J'ai levé la main, ces gens-là, venez. Moi, je pense que le critère le plus surfait, c'est le physique. Dans le sens où quand tu es un joueur de poker online, tu peux être C'est ce que hyper j'allais fort dire. en ayant un physique pas ouf, on en connaît plein, hein. Des mecs qui sont, voilà, qui font pas forcément de sport, qui ont pas une hygiène de vie de malade, et pourtant qui sont hyper forts. Et alors, je pense que par contre, c'est pas totalement applicable en live, c'est-à-dire que ces mêmes mecs-là, si tu les mets sur du live, si tu leur mets une carrière que en live, ils vont avoir plus de mal parce que, ben, déjà, faut pouvoir gérer physiquement une présence sur une table, avec des déplacements aussi sur le circuit, etc. Donc, c'est peut-être plus dur. Mais en tout cas, pour la partie online, pour moi, c'est vraiment pas du coup primordial. Et en fait, enfin, je dis pas, c'est évidemment un plus, mais c'est pas nécessaire dans le sens où on a plein d'exemples autour de nous de mecs très forts qui physiquement sont pas, voilà, n'ont pas une hygiène de vie de ouf. J'ai aussi des exemples en tête, mais je vais déjà prendre le mien le premier. Je suis loin d'être le plus grand sportif qui soit. Selon les périodes, mon alimentation elle est loin d'être parfaite non plus. Bon, je suis pas le meilleur joueur du monde non plus, mais il y en a qui sont bien plus forts que moi. Romain, je sais pas si tu confirmeras ou pas, mais il y en a dans la team londonienne qu'on connaît plutôt très bien, qui ont une hygiène de vie plutôt douteuse par moment et qui sont pourtant qui crushent online et même aussi parfois en live. Donc, certes, on le dit tous, c'est important d'être professionnel, d'avoir une bonne hygiène de vie, de faire attention. Mais au final, chez chacun, c'est encore une fois, chacun fait son truc un peu à sa façon. Je crois que c'est important de mettre une étoile et quand tu dis ça, de dire ouais, pour la longévité du truc, tu vois. Si tu as envie de jouer 10-15 ans online, ouais, je pense que c'est vraiment important. Probablement. C'est parce qu'on est jeune aussi, t'as raison. 2 ans, non, tu vois. Ouais. Après, c'est quand même important, mais j'avoue que pour le online, peut-être un peu moins. Ouais, je suis d'accord. Antoine, pendant que tu finis ta clope. Et donc, non, moi, pour réagir à ce qui a été dit, donc c'est vrai que comme Florence, le physique c'est important. L'esprit d'équipe, moi je trouve ça aussi très important. Le partage de connaissances, comme a dit Bobot, c'est Romain. Enfin, quand tu vas en live, si tu as des gens derrière toi, pour moi c'est la compétition. Du coup, le MTT, il y a besoin d'avoir une équipe derrière soi. Et donc, du coup, juste pour donner une autre réponse, la question c'est bien quel critère, selon moi, est surestimé Ouais. pour la réussite d'un joueur de poker. Ouais. Donc, je vais donner un truc qui a vraiment pas été dit. Pour moi, c'est les solvers. Les solvers, typiquement. Ah, ça c'est si intéressant aussi. si on prend Pio solver, pour moi, j'aime bien dire, c'est vraiment, entre guillemets, c'est de la branlette. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment pas du tout utile pour tout le monde. Enfin, pour moi, tous ceux que je connais qui se butent à Pio et qui jouent sur le FR, bah, ils gagnent pas 1 euro. Et du coup, je pense que, voilà. Qu'est-ce qui est surestimé vraiment aujourd'hui, c'est les solvers. Il faut vraiment que je fasse une émission avec toi et Clément Richez. Mais non, mais c'est très intéressant parce que tu as C'est le passionnant, côté c'est exploit passionnant. VS un peu les Non, mais moi, solvers je trouve qu'il a vraiment raison pour le coup. Moi qui travaille très très souvent avec Pio, mais parce que je joue en KGM. Mais en MTT, ça sert à rien. On joue Bah que oui, des multi-way, ça sert à etc. rien. Il y a Je 16 connais- mecs dans le pot. Ça, Il y c'est a le des mec, gens ça qui jouent joue la la fièvre, rien. ils jouent l'afterwork et ils me disent bah je me bute sur Pio. Je dis bah c'est bien, mais tu gagneras pas 1 euro. Non, mais bien sûr. Enfin, après, voilà, ça leur fait pas de mal, on va dire. Tu vois. Enfin, si, ça peut leur faire du mal en plus. Ça dépend Bah comment oui, tu ça
l'utilises. trop. Ça dépend comment tu l'utilises aussi. En tout cas, genre, c'est pas surfait non plus, mais c'est vrai que en MTT, c'est vrai que C'est ça n'a surestimé. pas trop d'intérêt. C'est comme le tracker, en fait. C'est comme le tracker en MTT, ça n'a aucun intérêt. Le HUD en MTT, pour moi, n'a aucun intérêt. Genre, vraiment, il y a plein de joueurs qui l'utilisent, mais c'est de la décoration de table, en fait, en MTT. Il n'y a pas assez de mains, ça dépend des situations. Si t'es en late game, en début de tournoi, les mecs jouent différemment, pas les mêmes ranges, en fonction des stacks qu'il y a derrière, devant, etc. Donc, au final, ouais, je pense que les logiciels, tout le monde les utilise un petit peu comme ça, alors qu'au final, ça s'utilise par exemple en expresso, bien entendu. En expresso, tu as énormément besoin d'utiliser PioSolver. Les mecs qui jouent, moi en ce moment, je joue en nitro. Les mecs qui jouent les 100, 250 en nitro, c'est des pros du GTO. Et si ça Parce que tu as une récurrence de situation que tu n'as pas en MTT. C'est ça. Tu toujours les mêmes situations, les mêmes stacks, les mêmes situations, etc. En MTT, ton stack il dépend. Il y a les mecs derrière toi, est-ce qu'ils ont plus? L'ICM, le mec, tu sais qu'il y a une baleine un peu plus loin, il y a que des règles. Enfin, ça dépend tellement qu'au final, le tracker et le solver ne servent strictement à rien. Comme celui qui a le plus réussi ici d'entre nous, je pense que c'est Romain, avec son petit une bébé là, et il est très très exploitif, quoi. Donc, c'est pas. Exploitant même. Ouais, exploitant, ouais. Du coup, Ouais, voilà, Romain, dis-nous ce que t'en penses. Ouais, j'ai un peu la même vision. Après, c'est indéniable que sur le plus haut niveau mondial et l'évolution du poker même en lui-même se fait via les solvers. C'est-à-dire que il y a des tendances que tout le monde copie, et c'est un peu comme ça le poker, mais qui sont toujours au début fondées des 10, 15 premiers gars qui l'ont trouvé. Ils l'ont pas trouvé de nulle part, ils sont pas nés en sachant qu'il fallait check raise, 13 deep, des mains sur certains boards, tu vois. Et c'est comme avec la défense de blind, mais c'est comme avec pas mal de thèmes où, mine de rien, c'est impossible de dire que c'est pas grâce au solver qu'on sait maintenant que même celui qui joue au dimanche dans son club en France, il sait qu'il faut défendre sa blinde parce qu'il a l'équité pour et qu'il va pouvoir se débrouiller sur pas mal de boards. S'il y a 6-7 ans, il n'y avait pas les meilleurs joueurs du monde qui allaient sur les solvers pour comprendre ça eux-mêmes, aujourd'hui, on ne les comprendrait pas non plus. Et je pense qu'il y a plein de trucs comme ça en poker qu'on oublie un peu, que c'est quand même basé sur la théorie avant que ça ne vienne. Après, j'avoue que sur les tout petites différences de play, les solvers, ça peut être dangereux, mais surtout en début de carrière. Pour le tout haut niveau mondial, moi, je sais que je me suis pas mal buté aussi sur les gros tournois du .com et tout. Et j'ai senti le manque, justement, de même si tu ajoutes de la confiance, de savoir que tu es sûr dans certains coups, tu vois, ça ajoute de la confiance, de l'inexploitable, je pense qu'au plus haut niveau est important à avoir. Mais j'avoue que dans les premières années d'une carrière, et sur le point .fr, c'est vraiment une perte de temps. Pour les 10K+, ça va servir, mais en dessous... Ouais, voilà. Loïc, tu parlais de Clément Richez et de Ben Chalot par rapport à ça. Justement, eux, ils ont étudié énormément PioSolver, mais ils ont aussi... En fait, pour eux, c'est dans leur tête, mais ils savent comment, en fait, on leur dit, voilà, ça, c'est théoriquement ce qu'il faut faire, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'ils appliquent ça bêtement, je fais ça à chaque spot. C'est justement comment réussir... Non, je sais, En plus, Loïc, c'est des genres de cash game de base, hein, les deux. C'est juste pour expliquer que, évidemment, qu'en tournoi, surtout, le Pio, ça va être juste... Tu vas savoir certaines choses, mais après, c'est comment savoir l'utiliser aussi et, comme dit Quentin, en dévier totalement et juste jouer exploitant sur certaines games parce que c'est comme ça qu'il faut faire et que ce que te sur la majorité des games, ouais. Et voilà, ouais, non, mais voilà. Ouais, mais je pense qu'il y a un gros trouble aussi, il y a une malcompréhension, il y a une grosse malcompréhension de la globalité de la théorie et de l'exploitation et que les gens ils pensent qu'il y a deux manières de jouer, théorique, exploitant et tout. Je pense que le plus important pour quelqu'un qui ne connaît pas trop les solvers, c'est de comprendre comment s'en servent les meilleurs joueurs pour comprendre que ça leur sert à rien. Déjà, pas avoir ce blocage de penser qu'il y a des bonnes réponses sur Internet qui ne peuvent pas être au courant et tout, c'est le plus important. Et après, le truc, c'est qu'une fois que tu comprends que tu peux créer ta propre théorie sur tous les coups, moi j'ai essayé avec le truc des in-blind, je me suis dit, vas-y, tout ce que j'ai à faire, c'est mettre une blinde sur le solver, voire mettre toute la range, et je vais voir du coup si théoriquement, je peux donc battre une blinde sur pas mal de coups, mais après je me suis rendu compte que l'ordinateur c'était trop difficile parce que, bref, il y avait trop de calculs et c'était pas possible. Du coup, t'as give up? Ouais, j'ai quand même give up parce qu'en fait sur le solver tu peux que faire 3 raises, je crois, et si tu fais une blinde, t'as envie de faire une blinde kickback et donc du coup c'est trop dur. Mais du coup tu te rends compte que c'est théoriquement bon de faire des trucs que tu viens d'inventer juste parce que c'est toi qui rentres tes propres critères dans la machine. Et c'est aussi facile de se perdre, quoi. Donc, ouais, c'est peut-être overrate, mais en même temps, pas trop, parce qu'il n'y a pas mieux, entre guillemets, au plus haut niveau pour aller chercher des nouvelles solutions. Troisième sujet, les amis, la fameuse théorie de Roger. Alors, qu'est-ce que c'est la théorie de Roger? Monsieur Roger Abédian, Roger,
je sais que tu nous regarderas, on te fait un coucou. Double champion du monde de WSOP, messieurs, dames, quand même, ça pose un homme, a la théorie suivante, qu'il répète depuis longtemps à travers ses différentes vidéos ou ses différents textes qu'il peut mettre sur les réseaux sociaux. Le poker online n'a absolument rien à voir avec le poker live. Les amis, votre avis, on commence par Monsieur Antoine Goutard. Alors, moi, rien à voir, je dirais que c'est un grand mot. Moi, je dirais plutôt que c'est différent, oui. Ça, on peut pas dire que c'est la même chose. C'est différent, bien sûr. C'est différent au vu des adaptations, en fait, vu qu'on va pas jouer les mêmes fields. Je pense qu'il va falloir s'adapter différemment. Mais après, ça va rester du poker. Ça va rester du poker, il va falloir avoir les bases, il va falloir savoir quel range il faut relancer dans telle position, qu'est-ce qu'il faut 3 bêtes dans telle position également. Mais pour moi, quelqu'un qui va être nul online, il sera nul en live. On peut pas dire que ça n'a rien à voir. Et l'inverse, quelqu'un qui est nul, Et vice-versa, bien sûr, et Oui. vice-versa, et bien entendu. Et d'ailleurs, des fois, ça me fait rire quand je vais en live, j'entends des gens qui me font, mais moi, en live, je gagne une tonne, mais online, j'y arrive pas. Bah, c'est juste qu'en fait, il va pas y avoir un échantillon il va pas y avoir un sample assez significatif pour, donner vraiment de trucs précis et de trucs vraiment concrets. Donc, du coup, je pense que le problème, il va aller plus loin que le simple fait que ça n'a rien à voir. C'est juste, j'en reviens à c'est différent, mais ça reste du poker. Donc, voilà. Souvent, on va jouer 100 fois moins de tournois en live, du coup, sur la même période. Du coup, ça va être pas significatif, quoi. Pour moi, c'est juste différent, mais ça reste du poker. Tout simplement, ça n'a pas rien à voir, quoi. Ok, Léo. Bon, moi, je vais glisser dans cette question, ça va être énorme. Alors, donc, live online. Donc, en fait, bon, déjà, oui, le live online, c'est pas vraiment pareil. On va parler vite fait des tournois, mais moi, je suis moins en capacité. Donc, en tournoi, voilà, c'est online. Bon, c'est des gros fields. En live, c'est des plus petits fields. Tu peux t'adapter. Enfin, c'est un peu différent. Tu joues pas le même field. Tu as beaucoup plus d'aspects tel, etc. Tu vois qu'il y a des mecs qui sont pas intéressés par le coup. Tu gagnes des positions, etc. Enfin, il y a pas mal de choses qui font que le MTT live et online est assez différent, etc. Et ça, je peux le comprendre. Néanmoins, je pense quand même qu'un joueur peut être gagnant en live et se faire éclater en online. Parce qu'en live, c'est plus facile, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, ça va à l'encontre de la théorie de Roger qui dit que bah, voilà, les joueurs online, c'est des poneys, on peut le dire. Hein. Je peux le dire avec l'accent même, vu que je viens de Marseille. Donc bref, c'est des poneys. Il a encore la vision du joueur frêle avec les lunettes, un peu geek, qui arrive sur le live et qui a peur. Et bon, voilà, on la connaît. Hein, on entendait en 2009 déjà cette phrase, voilà, le petit jeune d'internet, je l'ai plié. Ah, moi, je le tords. Les jeunes d'internet, je les tords. Et ben en fait, moi, je vais dire un truc quand même assez profond, entre guillemets, c'est que je pense qu'il a totalement tort et que sa théorie et c'est un peu n'importe quoi. Parce qu'en fait, moi qui ai commencé en live, moi, je peux dire que online, c'est juste plus dur. En tout cas, en cash game, ça n'a aucun rapport. Une table de NL 400, une table de NL 1000 en live, c'est équivalent à une table de NL 10 online. Et ça, c'est une certitude. Ouais. Je ne pense pas que Roger, aujourd'hui, puisse gagner en NL 10 online. Ça, j'en suis persuadé. Pour le coup, j'ai joué dans les deux endroits. Hein. J'ai joué donc en live quand j'étais petit, puis j'ai joué online et je me suis fait T'es d'accord avec lui? J'étais petit. Et aujourd'hui, je sais que en live, en cash game high stake, j'aurais aucune facilité, voilà, d'avoir un net avantage. Et j'ai déjà joué des parties assez chères en live et c'est beaucoup plus facile. Donc voilà, moi je pense que je pense qu'il quand il le dit, en tout cas, il le pense vraiment. Et je pense que quand il va voir cette vidéo, il voudra me défier en HU, ce sera avec plaisir d'ailleurs. Mais en tout cas, juste pour dire que oui, pour moi, le live et le online, ça n'a aucun rapport, mais c'est juste parce que le live, c'est plus facile, en tout cas en cash game. Quand tu vas dans n'importe quel casino de France, hein, tu vas à n'importe quel casino, par touche barrière, où tu veux, un samedi soir, tu verras des mecs complètement ivres qui font tapis dans le noir et qui sont en mode je m'éclate MDR, je vais jouer au blackjack derrière. Enfin voilà, ça n'existe pas online. Hein. Tu vas sur une NL20 online, il y a des mecs qui ont des trackers qui sont morts de faim, qui utilisent Puyo déjà alors qu'ils jouent un NL20. Tu as envie de leur dire d'acheter, je sais pas, genre, enfin, de faire autre chose de leur vie, mais non, les mecs ont faim en NL20, les mecs ont faim en NL50, et tu vas en NL100, c'est du reg battle, quoi. Genre là, quand je vais jouer la NL200, 400, voilà, ça n'a aucun rapport, il n'y a aucune table en live qui a ce niveau-là. Hein. Donc pour le coup, je pense que, voilà, c'est assez faux. Et j'ai glissé, et ça me fait plaisir. Le rendez-vous est pris. Guillaume? Ouais, je pense que globalement,
Les compétences requises sont identiques pour performer dans les deux formats. La différence que je vois, moi, c'est la faculté à traiter les informations que tu vas avoir. C'est-à-dire, en fait, dans les deux cas, on a besoin de focus, mais ton focus, il va être différent en live et online. En live, par exemple, tu vas focus ton environnement, tu vas focus les tels des joueurs pour créer des adaptations derrière. Si tu vois un mec, comment il tient ses jetons, tu sais que c'est un joueur qui débute, donc tu vas avoir des spots plus faciles contre lui. Enfin, tout ça, alors qu'online, tu vas plus se focus sur les stats. Donc, en fait, la capacité, la compétence, c'est la même, mais elle est traitée différemment. Moi, je vois plutôt ça comme ça, mais globalement, je pense que c'est la même chose. Et si on pousse le truc un peu plus loin, quand on va sur une préparation, par exemple, d'un festival EPT, par exemple, et la préparation des series.com, quand tu prépares ta stratégie globale, ben, tu vas avoir les mêmes points. C'est la gestion d'énergie, ça va être ton programme de grind. En online, ça va être tes sets de session. En live, ça va être les tournois que tu vas jouer, ceux que tu vas pas jouer. Ton process de récupération. Enfin, tout ça, c'est des trucs qui sont identiques dans les deux cas. Donc, je vois pas trop de différence. Donc, pour moi, en gros, il y a quelques différences, mais globalement, les compétences requises pour performer sont les mêmes. Ok, ça c'est de la présentation sérieuse, ça. Il y en a au moins qui travaillent parmi nous, quoi. Romain! Ouais, moi je dis souvent que c'est le même jeu, mais pas du tout le même exercice. Et, Ah, jolie cette phrase. ouais, bah, si on le voit un peu professionnellement, c'est ça, quoi. C'est un exercice complètement différent de online que live. Je sais pas, l'exemple type, c'est que Donc tu prends quoi, une table plutôt d'accord avec Roger alors? Vraiment, vraiment différent pour toi? bah, avec Roger, Léo, j'ai l'impression que j'étais d'accord avec pas mal de gens ici. Mais un exercice différent, ça veut pas dire que le jeu est différent. Dans la question, si le jeu était différent, le jeu il est pas différent. T'as deux as, c'est mieux que deux rois, tu vois. Mais l'exercice, rien à voir. Et pour le j'arrive plus à dire le mot, Loïc, tu peux m'aider? Caractériel? Caractérisé. Caractérisé? Voilà, Oui. ok. Pour le caractériser, imagine, on prend une table en live, tu prends ton 500 balles ou ton 1000 balles que tu joues en live, et tu t'imagines toi intérieurement commenter à table, focus avec les joueurs, avec les gens. De toute façon, tu es obligé, tu que là. Bon. Et tu prends une table online, et je sais pas, tu te filmes par exemple, tu vois, tu te filmes, et ce qui se passe dans ta tête, et ce qui se passe juste en processus de réflexion, ça va pas du tout être la même chose. Et c'est pour moi plus difficile forcément online. Maintenant, quand on parle de quand tu as plus de tables et quand tu es dans des sessions avec 10, 12 tables, le gros truc que tu as à gérer en plus du live, c'est l'enchaînement des coups différents et comment les coups différents sur certaines tables peuvent ou non te faire jouer différemment un coup sur une autre table et un peu l'accepter ou au moins le travailler. Alors qu'en live, ça c'est tu joues ton tournoi, voilà, tu prends ton bad beat, tu vas boire ton café, c'est fini, tu vois. Genre. Alors qu'online, tu es commit pendant un certain nombre d'heures, peu importe la variance de ta session, à essayer d'être le plus performant possible pour le restant de ta session. Et du coup, ça attaque des choses que le live n'attaque pas et vice-versa. Ok. Quentin? Alors, moi, je suis globalement d'accord et je vois pas énormément de choses à rajouter. Juste rapidement, Antoine a commencé en disant que un joueur nul en live allait forcément être nul en live et en online, pardon, et vice-versa. Ça se nuance, je pense, au minimum, dans le sens où il y a quand même des compétences ou des petites compétences, pas les grandes compétences qu'on connues et utilisées pour un joueur de poker, mais des petits edges qu'on peut dégager parfois online ou en live qui sont différents de l'un à l'autre. Vous en avez tous un petit peu parlé. Si je devais rajouter quelque chose, peut-être si on se projette un peu dans le futur, la différence qui pourrait devenir majeure, et si je compare ça un peu avec les échecs, un milieu que je connais aussi, ça va peut-être arriver dans le poker, et moi ça me fait un truc qui me fait un peu peur, ça permettra peut-être d'ouvrir un nouveau débat. C'est la légitimité et le côté sain et juste et la non-triche dans le jeu. C'est-à-dire que aux échecs, il n'y a plus et il n'y a pas de compétition réelle avec de l'argent officiel ou très peu online parce que tout simplement, c'est trop dur de contrôler et de vérifier la légitimité des parties. Et donc au poker, avec justement, on en parlait, les solvers, etc., moi, je me pose la question si dans le futur, le poker live ne sera pas la seule façon possible de jouer de manière saine et correcte à ce jeu, quoi. Parce que les histoires sont aujourd'hui nombreuses de gens qui jouent avec assistance
assistance informatique à plusieurs, enfin, vous les connaissez, les différentes façons de potentiellement tricher ou en tout cas de céder à ce jeu. Et en live, je vois pas comment ça pourrait être le cas. Donc, dans 10, 15, 20, 30 ans, peut-être que le live sera la seule façon, ça se trouve, de jouer. Mike De manière Postel a raisonnable. réussi à tricher en live quand même. C'est ça. Oui, enfin, il y a des histoires, mais c'est quand même beaucoup moins. Et puis encore, c'était en live, mais c'est parce qu'il y avait Un stream, ouais. un stream et quelque chose d'informatique. Si tu mets 8 mecs autour d'une table sans rien, comme ou 2 mecs devant un échiquier, sans. Maintenant, les téléphones sont interdits dans les salles et ils doivent être dans le sac et éteints dans les tournois d'échecs. Et ben, t'es sûr que le mec, il joue qu'avec son cerveau, quoi. Donc, c'est peut-être que je me projette un peu trop loin, mais du coup, voilà une différence que. Eh ben non, c'est très intéressant ce que tu dis. Ça fait je voudrais partie rajouter d'un prochain poker débat. Ben, tu reviendras pour répondre Ok. à ça. Ouais, je disais, dans les deux cas, c'est une question d'expérience. Et après, il y a aussi un petit côté psychologique en live. C'est-à-dire, un mec qui va être extraverti va être beaucoup plus à l'aise en live. Et enfin, si tu prends le cas de Roger, qui est assez extraverti et qui a de l'XP, forcément, il dégage un edge en live, rien que par ça. Donc ça, on n'en a pas parlé, mais je pense que c'est important aussi de le souligner. Mais juste, moi, je voulais revenir là-dessus sur un truc, c'est que on disait que ouais, il y a la variance et qu'on peut badronner toute sa vie en live. Je pense pas, dans le sens où je pense qu'en live, on a un tellement plus d'axes de progression et un edge qui peut être très très grand, que ce soit avec les tells, avec voilà comment on est à table. Je pense qu'il y a plein de joueurs online qui vont pouvoir faire leurs 3 barrel bluff en mode tranquille, je suis derrière mon ordi, ça se passe tout seul. Et en live, ils vont pas réussir à mettre la 3e parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ont l'impression que le mec le regarde mal et qu'il a compris, etc. Et je pense que c'est ce que dit Roger en fait. Je pense que quand il dit ça, c'est qu'il pense que la plupart des joueurs online sont pas capables de s'ajuster en live et d'être solide à une table, de pas avoir de tel, de continuer à bluffer, d'être solide en fait. Tout simplement, il a toujours cette vision du joueur un peu frêle, un petit peu voilà, qui a peur avec voilà, qui regarde personne dans les yeux et qui est en live et qui est Ah pas oui. bien. Et je pense C'est justement le qu'il y a contre, plein c'est de justement joueurs- ça que je voulais dire, tu vois. Il y a Pour moi, plein je de- pense que c'est le contraire, que tu peux t'adapter très bien. Bah voilà, je pense qu'il y a plein de joueurs. Du online, ouais. Aujourd'hui, mais je me souviens encore des reportages en 2009, là, quand le poker ça était arrivé en France en 2010, où ils montraient des mecs, Michel arrive en live et il sait pas du tout ce qu'il doit faire, quand est-ce qu'il met la blinde, on lui donne 2 cartes, on en attend 3, il sait pas ce que c'est le bouton, il comprend pas parce que il est derrière son ordi tout le temps. Mais c'est fini, ça, c'est une époque révolue. Et moi, quand j'ai commencé à jouer, j'ai joué en live et je jouais dans des parties où limite bluffer des mecs, bah c'était un peu limite, où je suis dans des cercles et que ça craignait à moitié. Et genre quand tu es souvent sur le live, etc., avec des mecs qui te regardent mal, et même dans les circuits, etc., où tu sens qu'il y a de la pression, derrière, tu gagnes de l'expérience. Et derrière, en live, tu peux performer. Et je pense que tu as un plus gros edge et que je pense pas que tu puisses vraiment badronner toute ta vie parce que bah, quand tu vois David Iskita, je pense pas qu'il est good run, ce garçon. Je pense qu'il a juste compris totalement contre qui il jouait. Et ok, il a eu de la réussite, mais bon, voilà, année après année, il perf et il continuera à perfer. Et Ouais, c'est de même l'XP, ouais. c'est de l'XP parce qu'il comprend la recette, il a depuis longtemps. Et mais par contre, voilà, les joueurs qui jouent que en live et qui te disent online, j'arrive pas à faire quelque chose, pour moi, c'est des joueurs d'avant qui. C'était l'Eldorado, c'était la bulle, c'était comme la crypto il y a dépassés, 2 ans, qui ont pris une tonne à ce moment-là et maintenant ils rendent un petit peu, c'est tout. Genre ils rendent. Ça s'appelle, voilà, ils devraient arrêter. Il y en a plein qui ont arrêté, il y en a qui ont eu chez Winamax, on Lucidité. pense à Nicolas, ouais, lucidité, merci. Nicolas Lévy qui avait arrêté, Ludovic Laquet qui avait arrêté. Les mecs, ils sentaient que, bah voilà, ils avaient eu leur période, leur carrière, ils étaient au top, et là, ça y est, ça commençait à être plus compliqué. Ils sont partis. S'ils étaient là encore aujourd'hui, ils se débrouilleraient sûrement, mais peut-être qu'ils perdraient de l'argent à long terme. Et au final, il y a des joueurs comme Roger qui auraient peut-être dû arrêter depuis bien longtemps, mais bon, c'est un autre débat. Un autre truc, Loïc, quand on n'a pas parlé, peut-être une différence pour moi qui est majeure du live et du online. J'ai fait un peu les deux, que ce soit en cash game, en tournoi, live et online. Et c'est la possibilité online de multitabler. Et en termes de patience et de mental, online, quand tu bustes d'un tournoi ou tu prends un bad beat, peu importe, tu as toujours cette possibilité, en général, quand tu es professionnel, du multitable, et c'est de passer à autre chose, et tu as un autre tournoi, et mentalement, c'est quand même un peu plus facile. Qu'en live, quand tu bustes, c'est tellement violent, et ça m'est arrivé plusieurs fois de bust d'un tournoi et d'aller m'inscrire à un autre. Si j'avais été plus solide mentalement, j'aurais su que c'était pas une bonne idée parce que j'étais pas dans le bon mental et que alors qu'online le fait de pouvoir multitabler, ça rejoint aussi les notions de ROI, de variance et de sample. Bah, c'est quand même beaucoup plus facile de limiter la variance et d'accepter le bad run quand il est là parce que tu as cette possibilité qu'en live, malheureusement, on peut pas encore se démultiplier, se cloner. Romain, pour conclure.
Ouais, bah ouais, donc pour rebondir, je suis complètement d'accord, Quentin, et pour rebondir là-dessus, c'est aussi comment gérer sa tête, ce qui passe dans sa tête. Online, c'est facile de combler. En gros, tout ce qui peut passer ta tête, tu le combles par une table de plus. Et si tu as encore le temps de réfléchir à quelque chose, bah, tu recomptes par une table de plus. Du coup, tu es immergé dans le jeu et tu peux même pas en sortir. Alors qu'en live, quand tu foldes pendant 2 heures ou 1 heure et demie ou machin, bah, t'es seul avec ta tête, avec les idées qui te passent par la tête. Et il faut que ce soit des idées, des choses saines qui te passent par la tête, parce que sinon, une journée de 12 heures, ça peut être très très long. T'as pas le temps de gamberger online, ouais, c'est ça. Dernière question, les amis. On est toujours en plein Covid. Peut-être un espoir bientôt, mais en attendant, je peux vous dire que je suis enfermé tel une taupe savoyarde. Oui, mais le confinement et le Covid, si ça a eu un petit effet positif, c'est que ça a bien fait exploser les tables de poker online, énormément de joueurs. Et justement, est-ce que ce contexte sanitaire a changé pour vous la manière de jouer au poker, que ce soit celle des joueurs que vous avez rencontrés en face de vous ou votre manière de jouer? À cela, on commence par Romain. C'est toi qui ouvre le bal, mon ami. Le online, ouais, peut-être que vu que la plupart des bons joueurs, ils ont même pas eu l'opportunité d'aller live et ils sont beaucoup plus joués online et donc du coup c'est possible que le jeu ait évolué plus rapidement cette dernière année que les 3 ou 4 dernières années parce que bah, les gens ils avaient rien d'autre à faire plutôt que de sauve des spots et jouer à fond. Mais est-ce que ça a changé la manière de quoi que ce soit dans le jeu? Non. Et en dehors du jeu, bah, je suis pas sûr, quoi. Ah ouais? Ok. Ok. Oh, non, non, mais ok, Antoine? Bah moi, il dit qu'il est pas sûr. Moi, je dirais que oui, je suis sûr quand même que ça a changé quelque chose. Bah déjà, on va se retrouver à jouer. Les fils sont plus gros, les prize pools sont plus gros, comme tu l'as dit. Donc déjà, moi, ça m'a donné envie d'envoyer plus de volume. Donc après, ça, c'est pas la manière de jouer, mais ça va être une stratégie de session. Et Ouais. donc, du coup, j'avais envie de grinder plus souvent et plus de tournois. Après, sinon, je dirais qu'en fait, bah, vu qu'on se retrouve à jouer contre beaucoup, donc les fils sont plus gros et les joueurs pros n'ont pas augmenté. Donc on va se retrouver à jouer contre beaucoup de joueurs amateurs en fait. Du coup, on va se retrouver à jouer contre le coiffeur du coin qui n'a pas pu ouvrir son coiffeur et du coup, il joue au poker. On va le boucher du coin et du coup, on va devoir s'adapter au field. Encore une fois, ça va être de l'adaptation du field et du coup, va falloir jouer bien plus exploitant. Tout simplement bien plus exploitant. Moi, mon adaptation, ça a été d'être vraiment orienté exploitation. Ok. Quentin? Online, ça n'a pas vraiment changé. Pour moi, en tout cas, les changements Les qu'il y a gars, eu vous me online, pour moi, surprenez, moi. C'est le nombre de c'était joueurs pas qui dû m'a au dit Covid. que le jeu, c'était pas le même cette année. C'est fou. Ah bah oui. Bah, c'est juste que, en fait, tu es toujours à une table de poker online. C'était en 6 max, il y a 5 autres joueurs. Euh, certes, bah, les fils sont plus gros, etc. Mais ça change pas forcément ma façon de jouer. Il y a 5 joueurs à table, tu essaies d'avoir le plus d'infos possible sur eux. Si c'est 5 joueurs récréatifs, bah, tant mieux, et tu joues en conséquence. Si c'est quand il y a des joueurs professionnels, bah, tu joues en conséquence. Et ça reste. Ça arrivait aussi, même avant le Covid, qui était d'avoir des tables faciles, d'avoir des tables relevées. Peut-être qu'il y a eu plus de tables faciles, j'en sais rien. Oui, certainement. Maintenant, dans la façon de jouer, ça reste. Et pour ce qui est du live, moi, j'ai fait un peu de cash game avec les masques et j'ai eu la possibilité. Ça n'a pas changé grand-chose non plus en live. On voit plus les sourires des croupières, on peut plus leur sourire non plus, mais c'est tout. Ok. Guillaume? Alors, moi, je vais répondre un petit oui et un grand oui. Je vais commencer par le petit oui. Je pense qu'effectivement, le jeu va changer parce que le Covid, ça va porter une vague énorme de nouveaux joueurs. Donc, forcément, ça va modifier un peu les tendances de population, la metagame. Donc, forcément, derrière, tu es obligé de créer des adaptations. Sauf que, en fait, ce processus-là, il est quand même naturel. On est constamment, nous, joueurs de poker, à devoir s'adapter avec les tendances de pop. C'est fait de manière plus lente. Mais là, le Covid va apporter vraiment plein de nouveaux récréas. Et du coup, il faut s'adapter à tout ça. Donc, ouais, c'est ce que je dis, ça reste quand même quelque chose de normal. Et les Mais ça, adaptations, les crêpes.
Oui, vas-y. Excuse-moi, mais ça, c'est ce que je disais, tu le faisais déjà avant, quand tu avais une table avec 5 joueurs récréatifs, tu t'adaptais déjà. Certes, ça va arriver peut-être plus souvent aujourd'hui, mais c'est la même façon de s'adapter, non? Bah, C'est pas les mêmes récrés en fait. En fait, c'est pas les Ah mêmes bon? récrats. Ouais. En fait, oui, c'est ça, c'est pas les mêmes récrats. Tu sais pas la nouvelle vague qui arrive, comment ils jouent. Tu peux pas dire, bon, il y a des récrats, je vais jouer aggro. Tu sais pas comment eux ils jouent. Il faut que tu crées des adaptations par rapport à leur style de jeu. Mm. Et ça, tu le fais pas du jour au lendemain non plus. Ah, donc tu Donc, penses que les gens qui sont arrivés au poker par le Covid, ils ont leur façon propre de jouer, c'est des récréatifs différents de ce qu'on avait avant? en fait, quand tu étudies les stats et les tendances de pop, tu crées des adaptations. Et là, le fait qu'il y ait plein de nouveaux joueurs qui arrivent, ça peut changer pas mal de choses. Ok. Donc voilà. Après, le grand oui que je voulais mettre, c'était sur l'adaptation stratégique de grind. Je vais donner l'exemple qu'on a nous à Nutser. On est dans une démarche où on fait 3 jours de grind, 3 jours de training, 1 jour de off. Et en fait, quand Monsieur Macron nous a fait son discours, c'était réunion d'urgence et on est passé en full grind, quoi. Et on a discuté et en fait, effectivement, le plan avec le contexte, c'est de passer en full grind. Donc, c'est l'adaptation stratégique et pour moi, ça change beaucoup, effectivement. Ouais. Après, tout le monde n'est pas dans cette démarche d'avoir du grind et du training avec des jours spécifiques. Mais quand tu es dans cette démarche-là, il faut que tu t'adaptes par rapport à ce qui se passe autour de toi. Et je pense que là, c'est vraiment le moment de passer en full grind et profiter de tout ça. Ouais. Ok. Léo? Moi, c'est super. J'adore cette question. Je vais pouvoir faire un petit placement de produit en même temps et ça, c'est énorme. Vas-y. N'oubliez pas tous les dimanches sur Winamax, 18h, la main de la semaine, bien entendu. Et Évidemment. la main de la semaine, pourquoi on parle de la main de la semaine? Parce que c'est que des mains que j'ai jouées pendant le confinement et vous pouvez voir des livraisons incroyables. Alors, pour moi, c'était incroyable. J'avais jamais vu ça depuis, je sais plus, depuis tellement longtemps. En cash game, genre en 200, il y avait des mecs, c'était n'importe quoi. Il y avait plus de théorie, là, on oubliait tout. C'était juste, fallait faire des paires et ramasser. C'était incroyable. Franchement, c'était incroyable ce qui s'est passé en cash game. Moi, j'ai joué pendant les Winamax Series pendant le confinement. J'ai perdu 12 000 € et j'ai dû perdre tellement plus à n'avoir pas pu jouer en cash game. J'étais dégoûté. C'était d'énormes regrets pour moi d'avoir joué les Winamax Series cette fois-ci. En plus, j'ai fait chou blanc. Non, franchement, c'était assez incroyable. Alors aujourd'hui, là, je joue en nitro, donc forcément, je vois pas trop de différence, vu que je joue assez cher et que c'est assez réguiche. Mais bon, en tout cas, en cash game, là, je regarde les tables. Des fois, on est 5 à table, il y a 4 réguliers et un joueur moins nul, mais qui reste quand même probablement un joueur, vraiment ok, quoi, un régulier un petit peu récréatif, dirons-nous, mais c'est pas un vrai récréatif. Alors qu'à cette époque-là, c'était vraiment le cirque, hein, c'était incroyable. Moi, j'ai envie d'y retourner. Hein. Bon, après, je pense que ça sera plus jamais comme ça, mais bon, c'était bien. Ça me manque. Ok. J'ai pas d'explication, Léo, pardon, mais j'ai perdu beaucoup pendant le premier confinement de début d'année et j'ai gagné beaucoup depuis le dernier. Après, en tournant, il y a bien plus de variance. Pas d'explication. Ça me fait penser à Viens mon agneau, par exemple, qui avait dit que c'était fait éclater aussi pendant le premier confinement. Et le deuxième, je pense que ça s'est mieux passé. Je pense qu'en toi, il y a beaucoup de variance. Mais en cash game, il y avait tellement moins. Il y avait de la variance, mais beaucoup moins parce que il n'y a pas de flip à gagner ou à perdre en late game, quoi. Juste que les mecs font n'importe quoi. Donc, moi, je me rappelle juste un truc que m'a dit un joueur, je ne citerai pas parce que je ne sais pas s'il veut qu'il soit cité, un joueur pro comme vous, qui m'a dit ce qui est impressionnant avec le premier confinement, c'est surtout que les nouveaux joueurs qui sont arrivés, ils sont blindés. C'est-à-dire, les mecs, ils peuvent te lâcher 5000 en une semaine, quoi. Et tu vois le compte qui est ouvert, tu vois le déposit et ça part dans tous les sens. Mais c'est pour ça que je pense que le deuxième confinement va être moins gros parce que je pense qu'il y a des mecs qui se sont dit oh bah tiens, le poker, c'est sorti en 2010, on est en 2020, je vais réessayer, c'est sympa, lol. Ils sont allés, ils sont pris d'énormes gifles dans la tête et là, je pense que c'est bon. Ils sont vaccinés, on peut le dire, et ils vont pas revenir pendant le deuxième confinement. Donc je pense que c'est pour ça qu'il sera moins gros. Mais ouais, je pense qu'il y a des mecs qui ont. Je sais pas, ils devaient partir au ski à Courchevel et ils ont dit non, hein, on va aller sur Winamax, faire les séries et puis ils se sont fait gifler. Je pense. Hein. Quentin ? Le deuxième, il est moins gros pour le poker, surtout parce que pendant le premier, il y avait toutes les façons de parier diverses et variées qui existent et de jouer, de gambler. Ça, c'est vrai. Elles étaient fermées et aujourd'hui, tu as encore les paris sportifs, tu as encore. Et c'est pas tout à fait le même confinement en plus. Le betting, etc. Le premier, il y avait vraiment rien, il y avait vraiment que le poker. Et c'est pour ça qu'on a eu cette vague de joueurs. Mais ouais, encore une fois, personnellement, j'ai pas vu vraiment de différence dans le profil de joueurs récréatifs qui étaient au table. Florence ? Moi, je voulais dire 2 choses. La première, c'est que je suis assez d'accord. Le premier confinement, les gens étaient au chômage partiel. Enfin, les gens n'avaient plus de travail, ils n'avaient plus de hobby, ils n'avaient plus aucun moyen de parier sur quelque chose. Donc, la seule chose qui leur restait, c'est le poker. Du coup, l'argent qu'ils avaient pour leur budget hobby, paris, tout ça, ils l'ont mis dans le poker. Donc, ils avaient une manne financière peut-être plus importante. Aujourd'hui, la grande différence, c'est que les gens, déjà, majoritairement travaillent encore. Il n'y a que les commerces qui sont fermés, mais il y a quand même plein d'entreprises qui sont encore ouvertes.
Ils ont dépensé pas mal leur argent déjà, donc ils ont peut-être plus la même manne financière que maintenant. Ils peuvent parier sur, comme l'a dit Quentin, les paris sportifs, les paris hippiques, tout ça est encore ouvert. Donc on est dans deux moments de la société bien différentes, quoi. Par contre, là où je pense que ça a un petit peu changé, où il y aura un avant-après Covid, c'est que déjà ça a quand même ramené quand même une petite partie. Alors c'est tous les nouveaux joueurs qu'il y a eu, évidemment, il y en a plein qui sont arrivés et qui vont repartir comme aussi vite qu'ils sont arrivés. Par contre, il y en a quand même certains qui vont rester. Donc ça va faire quand même une petite manne en plus de joueurs de poker. Et une deuxième chose qu'on a vue, et je ne sais pas si vous avez sûrement des exemples aussi dans votre entourage, c'est que pas mal de joueurs qui étaient pro ou semi-pro il y a quelques années se sont remis à jouer au poker pendant le confinement. Et certains d'entre eux, moi j'ai plusieurs exemples dont on m'a parlé, des personnes qui m'ont contacté pour venir vivre à Malte d'ailleurs, se sont remis dans une optique de professionnalisation en se disant, alors il y en a évidemment que ça a découragé parce qu'ils se sont dit c'est beaucoup plus dur maintenant qu'avant, et puis il y en a d'autres qui au contraire ça les a motivés parce qu'ils se sont dit quand même les récrans ils sont quand même toujours aussi nuls, du coup ils vont revenir. Donc je pense que le field du circuit, on verra à la fois online et ça se verra plus en live, je pense, parce qu'il y a des samples plus petits, sera un petit peu différent, un petit peu modifié. On aura des nouveaux joueurs. Et d'ailleurs, on en parlait dans les dernières émissions, Loïc, avec les responsables de clubs de jeu à Paris, où ils avaient vu venir plein de nouvelles personnes, un public un peu différent dans les clubs. Et je pense que cette tendance-là, elle va se poursuivre une fois que les lieux live vont réouvrir. Il y aura une nouvelle manne de personnes qui va débarquer. Donc voilà, je pense que c'est sur ça que ça va modifier un petit peu. Quand tu parles, ça calme tout le monde. C'est moitié respect, moitié aspirine. C'est assez incroyable. Eh bien, écoutez, c'était passionnant. Vous avez été bien chaud. Ça a fait bien plaisir. Léo, tu parlais de tes différents projets. Alors, on en est où? Raconte aux gens où est-ce qu'ils peuvent te retrouver, quelles émissions. J'adore ce que tu fais. Ils vont pouvoir retrouver dans les prochaines semaines. C'est l'instant publicité. Ah bah j'adore moi les placements de produits, j'adore la pub. Alors vous pouvez me retrouver bien entendu à partir de ce dimanche pour la saison 2 de Spu en note Spu où j'analyse vos mains. D'ailleurs n'hésitez pas à m'envoyer vos mains, je les analyserai en vidéo et bah écoutez ça fait super plaisir. La main de la semaine c'est fini pour la saison 2 mais la saison 3 arrivera sur TikTok en 2021. TikTok, oui, on va sur TikTok. On est en roue libre en ce moment. C'est vrai, tu vas sur TikTok, vraiment? Winamax veut aller sur TikTok, donc je vais avec Winamax sur TikTok. Enfin, ceux qui m'ont demandé, on y va. Hein. Dernier point, bien entendu, des streams en cash game. Il n'y en a pas beaucoup qui streament en cash game. On a streamé la dernière fois en L400, mais il n'y avait pas énormément de monde parce que ça n'intéresse pas non plus énormément de monde. Le cash game, j'ai l'impression, c'est triste. Et aussi des streams en expresso, nitro, qui vont arriver. Et puis voilà, écoutez, en espérant être avec vous en 2021, avec le patch rouge sur le torse en live. Inch'Allah, comme on dit, merci à tous. Bon, Romain, des fois tu streams un peu aussi, toi? Je stream ce soir, mais en même temps, c'est pas ce soir. Ah ouais, du coup, là, c'est la pub qui sert à rien. Il streamait l'autre soir, c'est ce qu'il veut vous dire, en fait. Vous m'avez vu une fois, non, j'espère. Ouais. Sinon, quelques streams de temps en temps pour Wina, et voilà, on fait comme on peut. En attendant, ce resto, nom de Dieu. Mon Quentin! Loïc, viens à Londres un peu. Mais il n'y avait pas un resto d'ouvert en même temps. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est clair, t'as bien chaté. Mon Quentin, où est-ce qu'on te retrouve? En stream de temps en temps sur la PMU TV. Je ne vais pas faire comme Romain. Enfin, je pourrais faire comme Romain, faire une pub pour un stream qui sera probablement déjà passé quand l'émission sortira, avec la fin des WPT. Je crois que c'est le lundi. Et les deux des main events en multiplex avec toute la team de streamers, normalement, comme on fait à chaque fois. D'accord, donc c'est passé, mais c'était bien. C'était vraiment bien. Je pense que c'était bien, ouais. J'espère que j'ai ship un des main events, ça serait cool. Écoute. Et puis voilà, je sais pas, non, sinon rien de particulier, du grind. Parfait. Mon Antoine? Et moi, si on veut me retrouver, c'est aux tables sur Winamax ou bien ça m'arrive de streamer sur la chaîne de ma chérie 4 bêtes en cours. Voilà. Un peu de pub. Fais du coaching aussi, un peu de pub. On y va, fais-toi plaisir. Voilà. Il retrouve tout ça. Exactement. Il retrouve tout ça où? Où est-ce qu'il retrouve Rosalie? Sur Insta, sur Twitch, sur Facebook, un peu partout. Hein. Sur tous les réseaux. Très bien. Mon Guillaume, chez Netser. Eh bien, moi, je vais pouvoir faire ma pub vu que je stream pas ce soir. On me retrouve tous les jeudis sur la chaîne Netser Twitch à 18h30. Voilà, même jour, même heure. Et tous les vendredis soirs sur Pornhub où je vous présente les plus belles ladyboys cambodgiennes. Voilà. Ah, il n'y a pas à dire, ils savent choisir leur capitaine chez Netser.
Et puis le webinaire, Voilà. le truc qu'a sorti Romain, c'est ça, le webinaire. Allez-y, allez voir. Exactement. Le coaching 3.0. Et ça stream tous les soirs d'ailleurs sur la chaîne Nutser. Il y a un peu tout le monde. Il y a Romain, il y a Pulsar. Ah il y a oui, je Cortex. t'avoue, je suis tenté d'attendre le vendredi maintenant. Flo? J'espère bientôt en live, mais pour l'instant, avec toi, Loïc, sur les émissions, sur un prochain Twitch peut-être. C'est ça. Et puis j'espère bientôt tous vous retrouver en live parce que ça manque quand même, mine de rien. Là, je regarde tous les dans la tête d'un pro, j'ai envie d'être dans les endroits et que les gens me Petit racontent moment de leur main en nostalgie. direct. Limite, je suis nostalgique des wines des gens. C'est dur, ça. Oula! Tu veux des bad beats? Tu veux des bad Ouais, beats? c'est ça. Ouais, mais bon, online, c'est bon. Je veux du live. Les amis, merci infiniment d'avoir accepté. C'était très très cool de vous avoir entouré que de gens qu'on aime. Ça fait plaisir. Merci à vous de nous Merci, avoir Loïc. suivis. Merci à toi de Merci, nous avoir Lolo. invités. Et puis on se retrouve très très vite pour une prochaine émission. Merci à tous. Ciao, ciao, ciao. 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 Au revoir. Bye.